Alors bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci de vouloir nous rejoindre pour cette émission Blab, organisée dans le cadre de la communauté FANEL, qui c'est un acronyme qui veut dire formateur et auteur numérique en ligne. Voilà, c'est une petite communauté qui grandit sur Facebook et sur Google+, notamment, et qui se propose de promouvoir ses membres, alors que ce soit avec du marketing collaboratif et du marketing éducatif. Alors, ce soir, à Paris, parce que ici en Martinique, il y en a un petit peu plus tôt, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Laure Lapègue, une romancière de polar, mais vous allez voir qu'elle a aussi d'autres cordes à son arc, et qui vient, ça tombe bien, elle vient de publier il n'y a pas très longtemps un nouveau roman qui s'appelle Une vie meilleure. Alors, on va en parler, on va voir comment cette vie est meilleure ou pas, vous allez voir ça. Et la première chose que je vais faire, donc juste après à l'issue de cette journée des droits de la femme, je suis très heureux de recevoir une femme. Alors, bonsoir Laure, comment ça va? Parfaitement bien. Ouais, ça va. Alors, Laure, elle nous appelle de Bordeaux. Alors, pour ceux qui ne savent pas, enfin bon, Bordeaux, c'est quand même une ville très connue en France, hein, la ville du bon vin, là où il fait bon vivre, et là où on écrit des polars. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui ouvre la porte derrière, c'est pas un problème. Alors, Laure, comment est-ce que tu es tombée en fait dans le polar quand tu étais petite alors? Parce que il va falloir nous présenter un petit peu tout ça. Oui, en fait, je suis tombée dans le polar grâce à mes parents, puisque mon père voyageait pas mal et il avait l'habitude d'acheter dans les aéroports toujours les Marie Ginsclark ou alors des San Antonio aussi, enfin des choses, disons, assez légères, mais c'est un genre que j'ai pioché dans la bibliothèque de mes parents assez jeune Ouais. et puis voilà, que j'ai toujours gardé. Après, j'ai toujours aussi, en termes de lecture, aimé Agatha Christie rapidement, quand j'étais assez jeune. Donc oui, c'était un genre que j'ai aimé le côté enquête tout de suite, toute petite. Donc voilà, ça m'a suivi, il faut croire. Bah oui. Et alors, comment ça se passait lorsque ton père revenait comme ça de ses déplacements, tu lui piquais ses livres ou tu lui demandais, papa, raconte-moi, essaie de nous raconter un petit peu comment ça se passait. Ah non, pas du tout. Lui, il lisait assez peu, donc en fait, il les achetait, mais il les lisait pas toujours. Enfin, je pensais à Ah bon. l'occuper en fait dans les aéroports. Donc, Il aimait bien, ouais. il était assez vite dans la librairie et donc dans la bibliothèque. Et après, je venais faire mon petit marché là-dedans. Donc voilà, non, il ne les pitchait pas du tout. Je regardais ce qu'il avait ramené et puis je piochais dedans. Alors d'accord, on va parler un petit peu plus tard, si tu le veux bien, de ton dernier roman, Une vie meilleure. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que c'est pas du tout ton premier livre. En fait, tu en as écrit, si je ne m'abuse, tu en as écrit 3 autres. Le premier, donc, qui est paru, qui s'appelle Comme un garçon, qui est paru en 2011, c'est ça? Je me trompe pas? C'est ça. Voilà. Et puis, on a eu 2 autres, donc La bascule et Mea culpa. Est-ce que chaque fois, c'était un polar aussi, ou est-ce qu'il y a eu d'autres genres que tu as abordés? Mon premier livre, c'était un peu particulier, je pense, comme tous les premiers romans, c'était, je ne devrais pas le dire, mais largement autobiographique, en tout cas très intime. Ouais. C'était en fait, je me suis aperçue quand je l'ai commencé, déjà, j'avais pas l'intention forcément d'écrire un roman, et je me suis aperçue que j'étais en train de reprendre un texte que j'avais écrit à 17 ans, et qui reprenait la même thématique d'une quête d'identité d'une jeune fille qui se cherchait dans sa sexualité, qui était mêlée à un secret de famille. Et donc ce roman-là est un roman à suspense. Je pense que le point commun de tous mes romans, c'est le suspense, parce que j'aime bien garder le lecteur en haleine jusqu'au bout. Oui. On peut pas dire On y reviendra. Voilà. Après les autres romans, j'ai eu un peu de mal à les qualifier. J'ai récemment écrit un texte sur Patricia Highsmith et je me suis beaucoup reconnue dans ces thèmes d'écriture, dans le sens où j'ai du mal à me qualifier comme auteur de polar quelquefois, parce que ce qui m'intéresse, ce sont les personnages, et le polar est vraiment un prétexte pour aller fouiller les personnages. Donc oui, j'écris des polars dans le sens où il y a souvent des flics, il y a souvent des histoires un petit peu de disparition, de meurtre ou d'enquête, mais elles sont vraiment plus un décor que réellement un but en soi. Je ne vais pas du tout aller fouiller le côté policier, NCIS ou ces tendances-là. Je vais plutôt aller chercher des personnages et utiliser le polar comme prétexte. Voilà. Oui, parce que ce que j'ai trouvé assez fascinant, je vais te dire, dans Une vie meilleure, que bon, d'ailleurs je qualifie d'excellent bouquin, je me suis beaucoup régalé. J'ai voulu le finir dans une soirée, mais j'ai pas pu parce que j'étais KO pour des raisons diverses et variées. Mais j'ai trouvé ça. C'est en fait, effectivement, c'est l'ambiance et le crescendo que tu arrives à créer. Parce qu'au départ, dans Une vie meilleure, par exemple, on n'a pas du tout l'impression qu'on est dans une atmosphère de polar. D'abord, il n'y a pas de policier.
Et puis après, ça commence à venir. Et puis petit à petit, c'est un petit peu comme, je sais pas, un instrument de torture, tu sais, qui t'étouffe. Tu commences à sentir que la tension augmente. On commence à en découvrir de plus en plus avec des personnages souvent très, comment dire, pas très caricaturaux, mais qui ont des personnalités très fortes comme ça. On a une grande, enfin, on a un couple comme ça qui a quelques difficultés. On va pas en parler plus, mais disons qu'il y a une personne comme ça qui s'appelle Patricia, donc qui est une grande, une super douée du marketing. Donc peut-être que tu t'es inspiré d'ailleurs de ta propre vie. On en parlera. Et puis comme ça, des différents personnages qui ont comme ça des buts particuliers. Et puis effectivement, à un moment donné, on assiste à un meurtre, ça peut arriver, hein, comme ça sur le polar, mais c'est pas du tout, c'est très surprenant. Moi, j'ai trouvé ça très très agréable à lire. Alors, et on voit que c'est construit, on voit qu'il y a une vraie mise en scène, un vrai montée en puissance, un vrai travail du texte et de l'intrigue. C'est vraiment chouette. C'est le suspense qui me Ouais. soucie dès le départ, c'est de me dire comment je vais distiller des indices sans en donner trop pour qu'on ait envie de tourner les pages. Moi, ma première hantise, on peut aimer ou ne pas aimer, mais c'est dire j'ai pas réussi à finir, ça c'est mon angoisse absolue. Si on me disait ça m'est pas arrivé, mais voilà, c'est ce que je veux pas en tout cas. Oui, en tout cas, on peut voir que t'es pas une personne qui, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des auteurs qui écrivent beaucoup, disons massivement, et peut-être que c'est pas du tout une critique, c'est pas ton cas. On voit qu'il y a plusieurs. Bon, le premier livre c'était en 2011. Disons qu'il y a un peu plus de. Tu es une auteure qui prend un peu plus de temps pour délivrer vraiment de la super qualité à chaque fois, parce qu'on voit que c'est très ciselé. Et alors, parle-nous un petit peu, parce que être auteur, c'est pas comme ça, c'est pas évident. Je veux dire, bien évidemment, il y a des formations où on peut apprendre à écrire, etc. Et je crois que c'est pas forcément ton cas, puisque tu m'as dit lorsqu'on a préparé cette émission que tu étais tu as travaillé dans le marketing auparavant. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette carrière, de cette vie avant, et puis comment est-ce que progressivement tu as décidé que il fallait que tu te lances dans être auteur, et puis on verra ensuite ce qui se passe avec Book and Series si tu le veux bien. Écoute, donc j'ai toujours aimé écrire et communiquer en général et parler. J'ai voulu être avocate à une époque. En tout cas, l'exercice d'écrire, que ce soit une dissertation, des articles. Après, dans la communication, j'aimais beaucoup faire la partie presse et rédiger aussi des communiqués de presse, faire du storytelling. Enfin, la rédaction en général m'intéressait. Et je savais qu'un jour j'écrirais un livre, mais je pense que j'attendais le moment où ça serait mûr, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que Oui. quand je me suis comme je te l'ai dit, j'ai pas tout de suite su que j'étais en train d'écrire un livre. J'ai acheté un cahier, puis un soir je l'ai pris et j'ai écrit mes 3 premiers romans sur des cahiers. Donc le dernier Oui, était sur. Donc j'étais très dans le papier et j'ai commencé à noircir ça. Puis au bout d'un moment, ça a pris forme. Et donc le premier roman, toute l'intrigue, elle s'est vraiment déroulée petit à petit. Et disons que c'est quand j'ai eu fini, bon, je l'ai fait lire évidemment à très peu de personnes, comme c'est souvent le cas pour un premier roman. Et c'est un jour, en fait, un collègue de travail, puisque je travaillais, qui me dit, j'étais en train d'écrire le second, qui me dit, ah, mais tu devrais, on parlait d'un sujet, il me dit, tu devrais en faire un roman. Et je plaisante, je lui dis, mais non, mais c'est déjà fait, je suis même en train de faire le second. Et c'est pas vrai, t'écris des livres. Et je lui dis oui, et je lui ai donné à lire avec beaucoup de réticence. Et quand il me l'a rendu, il m'a dit, mais franchement, enfin, voilà quoi, c'est un vrai livre, une vraie histoire, c'est chouette et tout, tu dois continuer. Et ça m'a vraiment boosté. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, ça m'a boosté à finir le second. Et puis aussi à avoir des Book and Series dont on parlera. Mais c'est ça qui m'a fait rentrer dans mon identité d'auteur. Jusque-là, c'était vraiment, j'étais dans une approche, j'avais fait éditer quelques exemplaires papier, mais j'étais pas du tout dans une approche de vendre mes livres ou même déjà de les faire lire, c'était déjà énorme. Et là, d'avoir ce regard complètement extérieur d'une personne que je connaissais assez peu et positif, ça m'a complètement désinhibée par rapport à ça. Et après, bon, c'est vrai que ça s'est enchaîné. Et pour l'écriture en elle-même, je dirais que j'ai découvert assez agréablement que j'avais certainement quand même un peu je devinais un petit peu comment se construisait un livre, en fait, sans qu'on me l'ait jamais appris. Peut-être parce que je construisais des écrits par ailleurs ou des présentations, parce que j'avais quand même une organisation. Et disons que là, maintenant, je fréquente évidemment depuis quelques années plus d'auteurs et évidemment, j'enrichis ma culture et mes connaissances, mais je pense que j'avais une intuition, en tout cas par rapport au type d'écriture que j'ai, de construire un peu ces puzzles. Et puis c'est vrai qu'après, ma correctrice sur le style m'a beaucoup aussi désinhibée parce que je parle assez franchement et j'ai pas un style empoulé comme tu as pu le voir.
Oui, non, c'est c'est très je me direct. demandais, voilà, et je me demandais si c'était voilà, si c'était valable comme écriture. Et c'est elle qui m'a dit, mais complètement, vas-y à fond, vas-y même plus que ça. Et tu as un vrai style, donc voilà, ça aussi, ça m'a beaucoup libéré. Je confirme, c'est vrai. Mais alors, est-ce à dire que, puisque là, finalement, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est ce qui t'a désinhibé, c'est que c'était une personne, disons, extérieure à ton travail, qui était pas, avec qui tu n'avais pas forcément des accointances comme ça. Est-ce que ça veut dire que, bon, un, tu en parlais pas à ta famille, ou alors tu en parlais à ta famille, mais tu accordais pas crédit, on va dire. J'en ai parlé à ma famille, mais je dirais que bah, c'est des sujets, enfin, le jour où on se dit oui, je suis auteur, on a un peu l'impression enfin, voilà, de se la raconter. Hein. Faut le dire les choses comme elles sont. C'est quand même des métiers où on se dit, alors soit les gens vous disent, bon, ils vous lisent, mais ils vous lisent déjà avec un œil de dire, ok, t'es un auteur, mais amateur. Donc même s'ils lisent la même chose, mais que ça avait une couverture Gallimard, déjà ils porteraient un jugement différent. Et puis après, je dirais que j'ai bizarrement pas eu tellement d'empathie de mes proches, plutôt une Ah, certaine réserve, voilà. Et voire même des personnes qui ont plutôt été dans mon environnement proche assez dans le jugement en fait. ah. C'est étrange, hein. C'était pas très. À part bizarrement, c'est au travail, deux, trois personnes qui ont accueilli ça vraiment avec engouement au deuxième, mais au premier, ça a été un peu réticent. D'accord, d'accord. Alors, je vois on a Hassen qui souhaite, bonsoir Hassen, donc qui souhaite intervenir. Est-ce que tu veux qu'on le prenne tout de suite, Hassen? On peut voir, on va voir on va voir ce qu'il veut nous dire. Voilà, alors on va accepter. Alors, bienvenue Hassen, on va voir. Il veut peut-être réagir à ce qui vient d'être dit. Je viens, Bonsoir Hassen. je viens, bonsoir Olivier et bonsoir, c'est Bonsoir. Nathalie? Laure, Laure, non, c'est Laure. Alors, pardon. pas de C'est pas problème. grave. Je viens tout juste d'arriver, donc je n'ai rien entendu. Ah, bah c'est bien. Alors peut-être que bon, bah, Hassen, tu sais pas encore bien te servir de Blab, puisque là tu viens de rentrer directement dans la conversation. Donc ce qu'on peut faire pour l'instant, je vais te retirer de la conversation. Tu écoutes un petit peu et puis tu pourras revenir pour réagir et poser ta question. D'accord? D'accord, ok. Ok, hein? No offense. À tout de suite. Bon, Ok, effectivement. Donc d'ailleurs, on organisera peut-être un prochain Blab avec Hassen, je crois le 19 mars, mais on aura l'occasion d'en reparler. Ok, donc on en était en fait à la réaction de ta famille, c'est-à-dire que peut-être, bon, bah, c'était peut-être, il y en a certains qui ont pris ça avec réserve, ou voire même, bon, bah, peut-être pas hostilité, mais disons qu'ils étaient un petit peu, bon, pas chaud, quoi, hein, pour résumer. Je dirais qu'il y avait une surprise, et donc je pense qu'ils ne savaient pas trop comment réagir en fait. Ouais, ouais, ouais. C'était, c'est voilà, quand on n'est pas dans une famille d'artistes ou voilà que la créativité n'est pas forcément mise en valeur au quotidien, c'est pas des choses qui sont intégrées comme ça du jour au lendemain. Alors, d'après ton expérience, surtout, puisqu'on va parler aussi dans Book and Series, tu as l'occasion de parler avec beaucoup d'auteurs. Maintenant, tu as pu te former, disons, une opinion sur l'acception qu'on a en France, puisque bon, tu es une auteure, disons, française, de la notion d'auteur. Est-ce que c'est plutôt n'est pas auteur qui veut, quoi. Tu peux pas t'improviser auteur. Est-ce que c'est ça? Il y a une espèce de, on peut pas y toucher, quoi. C'est pas simple d'être auteur. Ou, il faut faire ses preuves. Pense que les livres en France est quelque chose de très intouchable. Enfin, il y a quelque chose d'assez prestigieux autour de l'univers du livre qui fait que déjà les lecteurs simples, quelquefois, n'osent pas trop dire, soit qu'ils ne lisent pas, soit qu'ils ne lisent pas certains livres parce que ça ne les intéresse pas, par exemple, ou qu'ils n'ont pas le temps de lire. Et je pense que côté auteur, c'est pareil, il y a un gros critère qui est de dire je suis édité, pas édité. C'est comme quand vous dites, je sais pas, je suis acteur, on vous demande dans quel film tu as joué. On peut être acteur et pas jouer dans des films qui passent au cinéma. Enfin voilà, c'est pareil. Donc déjà, il y a ce problème-là. Et après, par contre, il y a aussi une autre facette qui est d'agir comme un auteur. C'est que je trouve qu'aujourd'hui, le rôle d'auteur, enfin aujourd'hui et de tout temps, un auteur, il écrit, mais un auteur, j'ai écrit un article sur ça récemment sur mon blog, c'est quand même, si on parle de profession et si on parle d'une activité qui prend beaucoup de temps, c'est pas forcément quelque chose de lucratif, mais c'est quelque chose sur lequel on doit investir comme une activité à long terme et dans lequel on veut progresser. Et Mhm. pour moi, les auteurs indépendants, on voit très bien qu'il y a des auteurs qui font ça dans une approche professionnelle, qui ont envie de s'améliorer, qui sont certainement là à nous écouter ce soir, qui ont envie d'apprendre. Et peu importe qui gagne leur vie, enfin, il y a très peu d'auteurs qui gagnent leur vie avec uniquement avec l'écriture, donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'arriver à faire quelque chose qu'on est content de partager, dont Mhm. on est satisfait, dont on se dit je peux le vendre sans me dire est-ce que c'est bien mis en page, est-ce que c'est corrigé, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça tient la route.
d'arriver jusqu'au bout de son bouquin aussi. Pour beaucoup, c'est aussi un problème. Oui, c'est vrai. Et derrière, une fois qu'on a fait le maximum, même si c'est pas encore le niveau optimum exigé pour être édité ou qu'il se passe quelque chose de gros, c'est déjà avoir une approche. Et pour moi, c'est déjà être auteur. Parce qu'on est arrivé au bout d'un bouquin, on a fait le maximum pour qu'il soit lu et lu avec plaisir par les autres et on l'a promu. Après, écrire, c'est écrire. C'est pas forcément être auteur. Donc pour moi, c'est un peu ça la différence. Donc, si je comprends bien, mais tu me dis si je me trompe, auteur, c'est réussir à créer quelque chose qui va être lu, qui va donner bon, sans doute du plaisir ou en tout cas des émotions à ceux qui vont le lire. C'est pas forcément être édité, c'est-à-dire que tu produis quelque chose et c'est bien différent. C'est-à-dire qu'il y a le process créatif. J'arrive au bout, ça plaît à un certain nombre de gens autour de moi, mais c'est pas forcément être édité. Voilà, et ça me plaît. Et surtout, moi, je pense qu'il y a un profond respect du potentiel lecteur. Éditer, pas éditer, ça, c'est qu'un circuit de distribution et de promotion. Mais par contre, quand on sait qu'on le met dans les mains de quelqu'un, moi, je sais que j'aime pas donner un bouquin qui est pas complètement, enfin, voilà, que j'ai pas revérifié, qui est pas mis en page, qui a pas une belle coupe. J'ai envie, voilà, de donner voilà, c'est comme recevoir quelqu'un dans une maison pas rangée, c'est exactement pareil. On a envie d'être au mieux de ce qu'on peut faire et après, chacun son niveau. Mais pour moi, être auteur, c'est ça. C'est pas forcément, évidemment, être édité. C'est juste respecter son lecteur et se respecter soi pour dire j'ai fait du bon boulot. Très bien. Alors, à ton avis, je vais poser une question un peu philosophique. Est-ce qu'on décide soi-même qu'on est auteur ou est-ce qu'on doit attendre l'aval ou l'adoubement d'un certain nombre de personnes autour de soi pour se dire je suis auteur? Enfin, je pose la question tout bêtement parce que, regarde, j'ai l'exemple d'une personne de ma famille qui fait du blogging, qui blogue et qui donc écrit. Et qui écrit, ça se voit de façon publique. Et je lui ai dit, tu es auteur. Ah non, je ne suis pas auteur. Voilà. Donc, à ton avis, c'est dû à quoi ce genre de petites différences? Je pense que déjà, ça dépend si on veut être lu ou pas. Moi, je pense qu'auteur, il faut être dans une approche où on veut être lu. Sinon, on écrit un journal intime, on écrit dans ces cas-là, mais oui, c'est vrai. Auteur, c'est partagé. Après, sur le côté blog, ça dépend ce qu'on écrit. Moi, je pense que est-ce qu'un journaliste est un auteur? Pour moi, un auteur, il y a quand même le côté d'en faire vraiment quelque chose qui est le centre de son activité, c'est-à-dire l'écriture, raconter des histoires. Le blogging, si c'est derrière pour plutôt avoir un groupe de cuisine ou voilà autre chose, c'est pas forcément l'activité centrale, c'est un moyen de promotion. Il faut quand même différencier. Pour moi, un auteur, c'est quelqu'un qui écrit pas pour se promouvoir uniquement, mais pour le plaisir d'écrire et pour donner une histoire. Je dirais qu'un blogueur, ça dépend de quel type de blog il a. Il peut bloguer uniquement pour raconter des histoires, mais il y a beaucoup de blogueurs qui bloguent pour promouvoir quelque chose derrière, ce qui est très bien aussi, hein, mais qui, pour moi, n'est pas intrinsèque à l'auteur, par contre. Oui, effectivement. Donc, en fait, l'intérêt, c'était de voir que dans toute démarche, disons, d'écriture, il y a quand même une démarche un peu philosophique, je dirais, c'est-à-dire qu'il faut savoir dans quelle catégorie on milite, on se bat ou on crée. Et effectivement, c'est important de le savoir parce que lorsqu'on décide d'écrire, comme tu l'as fait, alors c'est pas forcément tu as commencé à écrire comme beaucoup d'auteurs en ne sachant pas que ça allait peut-être devenir un objet que tu allais pouvoir éditer et aller plus loin, disons, dans la diffusion de ton œuvre. Mais c'est quand même important à chaque fois de se poser ces questions-là. Je parle pour les jeunes auteurs, pour les personnes qui commencent à créer ça, qu'effectivement ça peut être un problème qu'il faut se poser. Et puis c'est intimement lié aussi aussi à ta nouvelle activité, enfin ton activité, disons que tu as lancée, parce que c'est à dessein que je posais ce genre de questions, puisque on va parler un petit peu maintenant dans cette partie de l'émission du site Book and Series que tu as lancé. Donc je vais bientôt mettre l'URL là dans le chat pour qu'on puisse y accéder. Alors Book and Series, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de ce site que tu as mis sur pied et pour lequel tu crées de nombreux avantages pour les auteurs justement? Alors, Book and Series, en fait, déjà, la petite histoire, c'est un site qui a ouvert il y a 2 ans. C'était l'anniversaire lundi dernier. C'est en fait un site qui est né en même temps que mon deuxième livre. Puisque quand j'ai terminé mon deuxième bouquin, je me suis dit, bon, je vais essayer de le promouvoir. Là, j'étais un peu motivée pour être un peu plus largement lue. Et j'ai commencé à regarder, donc c'était fin 2013, hein, donc c'était un petit moment déjà. Donc, il y avait assez peu de choses sur le net encore. Et en regardant sur le net, j'ai trouvé
pas mal de sites qui arnaquaient un peu les auteurs. C'est-à-dire que moi-même, je l'ai envoyé mon manuscrit, on m'a dit vous êtes génial, donnez-moi 3 000 €, je vous invite demain. Bon, Oui. c'est bizarre, merci, c'est gentil. Voilà. Après, bon, il y avait évidemment Amazon, mais Amazon, voilà, il faut pas, il y a beaucoup de polémiques autour de ce site, mais c'est un distributeur, Amazon, c'est ni plus ni moins, c'est-à-dire qu'on se trouve au milieu de milliards de bouquins. Et voilà, il faut vraiment se battre dans la jungle pour en sortir. Oui. Et puis après, pas grand-chose. Quelques sites de lecture, quelques sites d'auteurs, mais c'était encore très très faible à l'époque. Et je me suis dit, un pauvre lecteur qui se plante sur Internet et qui veut essayer de choisir un bouquin, comment il fait? Comment il fait? Et alors en plus, ils choisissent moi, où est-ce qu'ils me trouvent? Comment je fais sortir du livre? Et je me suis dit, finalement, il manque un espace. Je voyais beaucoup d'auteurs mettre leurs bouquins à 0 € ou presque. Je me disais, la braderie. On sait très bien que dans la mentalité française, contrairement à la mentalité anglo-saxonne, brader quelque chose, ça veut dire que ça vaut rien. Donc un bouquin, moi je reste encore persuadée qu'aujourd'hui qu'un bouquin qu'on voit à 4 € ou à 2 €, on va se dire, bah, à 2 € il est 2 fois moins bien qu'à 4. Enfin, un Français va se dire ça. Moi, je le pense. C'est pas le cas, encore une fois, de toutes les mentalités. Et donc je me suis dit, finalement, je veux pas de gratuité complète et je veux surtout que les auteurs et les lecteurs se rencontrent de façon éclairée. Ça implique quoi? Ça implique qu'il y a un certain tri sur les bouquins, parce qu'en édition, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas corrigées, pas de qualité. Donc, même à 1 €, ça fait toujours suer d'acheter un bouquin qui n'est pas visible. Après, je me suis dit, il faut que le lecteur il vienne lire, mais que ça ne lui coûte pas trop cher parce qu'il découvre, mais il faut quand même qu'il montre qu'il est intéressé et pas qu'on lui donne tout gratuitement, puis on voit, il revient, il ne revient pas, il prend et il s'en va. Et je regardais des séries à l'époque, c'était Dexter d'ailleurs, je regardais. Et j'étais très addict à suivre ça jusque tard dans la nuit. Et je me suis dit, c'est vrai que le feuilleton, enfin voilà, c'est un truc qui est vieux comme le monde, mais c'est quand même un bon moyen de tenir les gens en haleine. Et c'est vrai que sur le genre, la série polar, le suspense, ça fonctionne bien. Donc je me suis dit, voilà, c'est pourquoi je ne ferais pas un site où je proposerais à des gens de s'inscrire gratuitement et de découvrir des auteurs qui ont envie de se promouvoir, que moi je sélectionnerai parce qu'ils sont, j'estime, de qualité, et d'envoyer ces épisodes semaine après semaine. Les gens lisent, ils sont obligés de se connecter pour lire, donc ça oblige quand même un petit peu d'assiduité. Et s'ils sont convaincus, s'ils en ont marre d'attendre, ils ont toujours un lien d'achat qui bénéficie à l'auteur, puisque moi je ne touche rien là-dessus. Et voilà, je me suis dit, voilà, comme ça donnerait une bonne fenêtre de découverte. Et j'ai commencé ça comme ça. Et petit à petit, disons que la partie promotion de l'auteur qui est mise en avant sur Book & Series s'est énormément étoffée. Si bien qu'aujourd'hui, un auteur qui est publié, qui est sélectionné pour être ce que j'appelle serial auteur, il bénéficie d'un vrai temps de promo pendant les 10 semaines de sa publication. C'est-à-dire qu'il va avoir, je lui crée un tableau Pinterest, je lui fais des interviews, je fais tout un tas de choses autour pour qu'on Super. Voilà. Donc voilà le principe du site. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, parce que c'est parfois un petit peu complexe, n'hésitez pas à poser des questions. C'est-à-dire que l'auteur, donc, en principe, c'est un auteur de polar, on va dire, hein, que tu choisis. Ou série. C'est-à-dire que ça fonctionne en épisode. C'est la poésie ne fonctionnerait pas en épisode, quoi. C'est ça. Voilà, donc il vient te voir et, disons, dans le meilleur des cas, tu sélectionnes son livre et tu vas le promouvoir. Est-ce qu'il doit payer quelque chose, l'auteur? S'il est sélectionné comme serial auteur, il ne paie rien. Ça ne lui coûte rien, si ce n'est un peu de transpiration pour continuer à relayer ce que moi je fais comme travail, puisque je travaille sur les réseaux sociaux énormément. Donc l'intérêt, c'est que ça. D'accord. Voilà. Et donc, ça veut dire que pendant 10 semaines, c'est ça, tu lui fais tout un packaging de marketing issu notamment de ta grande expérience. Et donc, il a presque rien à faire, quoi, on va dire. Il a non? Oui, il répond à mes interviews, évidemment. Moi, je le coach par rapport à son univers d'écriture. C'est-à-dire, moi, je vois des choses que lui ne voit pas, donc je vais essayer de trouver je la connecte. Donc moi, je lui soumets plein de choses. Évidemment, je lui fais tout valider. Je lui fais pas quelquefois, je lui fais des petites surprises, mais toujours des bonnes surprises, des choses des petites que je rajoute. Mais lui, en fait, si je dois juste effectivement remplir les parties que je peux pas remplir à sa place, quand il y a une interlocuteur, évidemment, il répond aux questions. Et pour le reste, je lui demande juste, voilà, dès qu'il voit passer des choses, de les relayer au maximum, parce que c'est à son bénéfice de faire un maximum de bruit. Très bien, mais alors, moi aussi, j'étais manager d'entreprise, alors je me dis, ok, c'est bien, mais alors le business model, c'est quoi? C'est-à-dire, comment est-ce que tu vas gagner un petit peu d'argent avec ça? Parce que c'est quand même, tu fournis du travail et c'est normal que ce soit rémunéré. Est-ce que ça viendra petit à petit avec le temps?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'étais, on l'a rapidement évoqué, mais j'ai travaillé dans le marketing pendant plein de temps, à la tête d'un service de communication, franchement. Et donc, au départ, j'avais pas forcément, quand je voulais faire Book & Série, je l'ai fait vraiment par passion, dans un mode Oui, complètement bénévole, et en me j'ai disant, voilà, compris. c'est une super aventure. Le temps passant est évident que là, et heureusement pour moi, mais c'est vrai que le succès a accru. J'ai des partenaires. Je suis allée au Salon du Livre 2 fois présenter le site. Excellent. On a monté un prix du polar auto-édité. Voilà, j'ai été co-créatrice d'un prix du polar qu'on va remettre d'ailleurs au Salon du Livre pour la 10e année cette année, donc auquel peuvent participer tous les auteurs indépendants. C'est le premier Attends, prix. excuse-moi, est-ce qu'il y a un site ou est-ce qu'il y a de ce prix du polar? Ou alors, si on l'a pas, ben on Alors, essaiera de le mettre sur nos. c'est très simple, c'est prixdupolar.com. Alors, ok, je vais le chercher et puis je vais l'afficher dans le. Donc, Je vais l'afficher. ceux qui sont à Paris, la remise du prix aura lieu samedi 19, donc au Salon du Livre. N'hésitez pas à passer par là, à venir me rencontrer. Enfin, c'est aussi important de partager après le prix et de. Oui, alors voilà, le prix du polar.com. Donc, rendez-vous ici. Donc, les auteurs qui vont revoir ce blab ou alors qui vont entendre ça aussi sur le podcast. Donc, prix du polar.com. Allez-y, parce que c'est très intéressant. Voilà. Donc c'est vrai qu'après 2 ans comme ça d'activité croissante, je me suis posé la question de me dire voilà, soit je continue à avoir 10 vies, j'écris, je fais une série, Oui, et une famille accessoirement, oui, soit je fais un peu le tri et puis surtout je vais faire ce que j'aime parce que plus ça allait évidemment, plus ça me passionnait, plus j'étais avec les auteurs dans l'écriture. Et donc j'ai pris la décision de basculer complètement dans ce monde-là cette année. Et en fait, je me suis aperçue que les auteurs, assez naturellement, que les auteurs, ce que je ne fais que pour les auteurs de polar et de séries sur mon site, c'est-à-dire les conseiller, leur trouver leur univers, leur apprendre à, voilà, à faire un peu tout l'orchestrage sur les réseaux sociaux, et ben les autres, ouais. vous faites que le polar, moi je peux pas en bénéficier. Alors évidemment, je peux pas le Ah, faire pour la planète, je ne suis pas, j'ai pas le don d'ubiquité, et puis comme tu disais, il faut bien qu'à un moment donné, on pense à gagner sa vie. Donc bien j'ai tout sûr. simplement décidé, et assez naturellement, d'élargir en fait l'offre de Weekend Series à une partie payante qui est que je veux garder très individuelle, c'est-à-dire je ne vends pas des choses anonymes, des Je prestations de services comprends. comme certains sites que je critique pas du tout parce qu'il y a besoin aussi de ces prestations-là. Ouais, ouais. Simplement, je réalise que l'auteur n'a parfois ni le temps ni la capacité de se promouvoir, et que surtout le regard extérieur d'un auteur, de quelqu'un qui connaît un peu le monde du livre, pour l'aider à savoir où sont ses leviers de communication, ben c'est ce dont il a besoin. Pas tous, mais certains ont. Donc c'est sur cette partie-là, et c'est cette partie-là d'ailleurs que je viens d'ouvrir sur le site et dont on a peut-être entendu parler ces derniers temps sur les réseaux sociaux. En tout cas, pour ceux qui suivent mes pages, ils ont certainement vu passer de l'information là-dessus. Et donc, ça c'est super. C'est parce qu'en fait, tu offres, disons, un pack de services intégrés aux auteurs et c'est basé vraiment sur ce qu'on appelle l'intuitu personné. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait une grande, des atomes crochus avec la personne que tu veux promouvoir. Et ça, c'est quand même important de le souligner parce que tu veux créer une vraie relation avec la personne que tu promeus. Il faut y croire, quoi. En fait, c'est chouette de voir ça. Et moi, je trouve que le concept est tout à fait intéressant comme ça, puisque c'est dans l'air du temps. Donc, j'imagine qu'on peut aussi accéder à notre série hebdomadaire sur le smartphone. On peut voir ça tranquillement lorsqu'on est, je sais pas, dans le métro ou lorsqu'on est en déplacement. Voilà. Donc, et puis, il y a plein de choses qui peuvent se greffer là-dessus. Alors, euh, est-ce que tu es une personne, donc on a compris que tu n'aimes pas trop, disons, Amazon, mais est-ce que Non, pas du tout. Ah, pardon, Non, c'est pas du tout que j'aime pas Amazon, c'est que pardon, excuse-moi. c'est que vraiment enfin voilà, j'ai été dans la distribution, la grande distribution. Je sais pas la différence entre un éditeur, un libraire, un promoteur, un imprimeur à la demande, et tout ça, les gens appellent ça de l'édition. C'est pas de l'édition, c'est des métiers de Oui, l'édition. Mais bien quand on me sûr. dit qu'Amazon est le grand méchant, je dis non, Amazon est un super bon distributeur, c'est pas un éditeur. Oui, J'avais été interviewée sur le conflit Hachette Amazon, j'ai dit c'est comme si voilà, on comparait des cochons avec des poules, ils n'ont pas le même métier, quoi. Donc bien sûr. évidemment ils sont et évidemment ils sont sur des marchés concurrentiels et c'est dur,
Mais par contre, on ne va pas dire qu'Amazon est un éditeur ou qu'Hachette est un bon distributeur. C'est pas Donc c'est ça que je voulais souligner en fait. Donc pardonne-moi pour avoir mal compris, mais en fait l'idée c'est que là, tu offres vraiment un service complémentaire aux auteurs et un service vraiment personnalisé. Parce que souvent, moi je rencontre aussi des auteurs à mon niveau, et puis il y en a beaucoup qui sont très déboussolés par le fait, ça y est, ils ont fini de créer, ils sont de vrais auteurs dans le sens qu'on a discuté, c'est-à-dire que ça plaît, et puis baf, ils réalisent que ils ont peut-être pas fait la moitié du boulot, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils se transforment en marketeurs, en communicants, et il y en a certains qui trouvent ça absolument rédhibitoire, quoi. Ils peuvent pas aller plus loin, et on perd comme ça de bons ouvrages. Et ce que tu proposes peut-être tout à fait une solution pour ce genre d'auteurs, puisque pour certains, donc tu leur fais de façon gratuite et tu le promeus, donc c'est magnifique pour eux, et pour d'autres, j'imagine que tu as des tarifs qui sont tout à fait acceptables et qui sont basés aussi sur, et ça c'est important de le souligner, qui sont basés sur une expérience, sur quelque chose qui a été fait, qui existe, qui est vérifiable. En plus, je rappelle que tu as été cofondatrice du prix du Polar. Donc, je veux dire, on sent que tu les prends de A jusqu'à Z. Alors, voilà, pardon. Et donc, je vois qu'on commence déjà à avoir un certain nombre de questions. Alors, si tu veux, on va rentrer tranquillement dans la dernière partie de notre petite émission. 3/4 d'heure, c'est pas beaucoup, mais on aura l'occasion d'en refaire. Alors, si tu es d'accord, on va ouvrir un des sièges là, et puis on va demander aux personnes de rentrer et puis de réagir à ce qu'on vient de discuter un petit peu avec Laure Lapègue. Ok, alors j'ouvre. Alors, je vois que Hassen, j'espère que cette fois il a préparé ses questions, donc on va l'ouvrir. Et voilà Hassen Bouguera. On va attendre qu'il apparaisse de nouveau. Bonsoir Hassen. Oui, bonsoir Olivier, bonsoir Laure. Moi, sur le premier point, je ne partage pas tout à fait l'avis de Laure. Un auteur qui n'a pas de lectorat. C'est pas un auteur. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'auteur. Le but de tout auteur, c'est de se faire éditer, de bien se faire éditer. Ça, c'est quand on regarde même les parcours des auteurs qui ont par la suite, on va dire plus ou moins plutôt réussi que pas réussi. Leur but ultime, c'était de bien se faire éditer. Et donc, le lectorat est important. Alors, je vais vous prendre un exemple assez simple. Je vais vous demander le nombre de peintres qui sont connus post-mortem et qui n'ont jamais été exposés et qui pour autant sont reconnus post-mortem comme étant des très grands peintres. Je pense que le système de l'édition tel qu'il est aujourd'hui est très élitiste et pas pour des bonnes raisons, malheureusement. Et du coup, malheureusement, très peu d'auteurs peuvent s'arrêter. Je suis d'accord avec vous que la volonté pour être auteur, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut avoir la démarche professionnelle qui est de vouloir arriver à la distribution, à être dans les mains du lecteur d'une façon ou d'une autre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, statistiquement, il y a très peu de gens, ce qui ne veut pas dire qu'il y a très peu de talent. Et heureusement, parce que sinon, plus personne n'écrirait, à part les 2-3 Amélie Nothomb et consorts qui sont au Salon du Livre tous les ans. Donc, je dis pas que le but ne doit pas rester d'être connu. Ceci dit, je vous dis, pour reprendre l'exemple des peintres, il peut y avoir des gens qui passent à côté de leur carrière, de leur vivant ou un peu tard, et qui pour autant sont de vrais auteurs ou de vrais peintres ou de vrais acteurs. Voilà. Mais c'est exactement le même problème, c'est-à-dire le même problème pour le peintre que pour l'écrivain. C'est exactement le même. Il y a autour de nous des peintres de génie qu'on ne connaîtra jamais. Malheureusement, le système est ainsi fait. En même temps que par rapport à l'écriture, c'est exactement le même problème. Il y a aujourd'hui des gens. Je me considère comme un lecteur, allez, on va dire un lecteur moyen. Je lis beaucoup, je lis de l'ancien, je lis du moderne. Il y a des lecteurs, des auteurs. On se demande comment ils arrivent à se faire éditer. Et il y a, par contre, de temps en temps, on retrouve ici ou là des auteurs pas connus du tout, qu'on retrouve notamment dans nos petits salons de campagne et qui écrivent merveilleusement bien. Mais le système, pour entrer dans le système de l'édition, c'est très, très compliqué.
La même chose pour la peinture. Dans mon activité professionnelle, j'ai eu l'occasion d'accompagner des peintres de génie, mais vraiment des peintres. Je ne sais pas si je peux vous montrer, mais peut-être c'est pas le meilleur exemple. Par exemple, là derrière moi, Ouais. mais c'est un peintre qui, c'est une dame, un peintre de génie, mais malheureusement, elle n'est connue que dans notre village. Malgré toutes les tentatives. Justement, ce qui est intéressant, Hassen, bon, c'est vrai, on ne va peut-être pas revenir sur la question un peu philosophique qui est est-ce qu'un auteur veut être édité ou pas? Bon, personnellement, je pense qu'on peut tout à fait créer dans son coin. Et éventuellement, c'est souvent le cas pour les auteurs, ils se rendent compte qu'à un moment donné, ça peut sortir. Mais bon, le fait est que je suis d'accord avec toi, avec ce que tu dis, Hassen. C'est très difficile pour des auteurs de percer. Et justement, ce que propose Laure, ben, c'est justement un autre circuit. D'ailleurs, c'est aussi un petit peu l'objet de notre conversation. Ouais, on essaie de créer d'autres moyens pour les auteurs de se faire connaître. Excuse-moi. Un jeune auteur qui se préparera à lui-même travailler bien sa communication, connaîtra son image, le jour où il croise un éditeur, il pitchera bien son bouquin, il saura se présenter bien, il saura de quoi il parle, il aura une belle page Facebook, il aura un bon blog, et du coup, l'éditeur qui aujourd'hui, on ne se le cache pas, n'a pas un centime à dépenser dans la promotion de ses auteurs, sera ravi d'avoir un petit papier clé en main et de choisir à lui plutôt qu'un qui n'a pas commencé à faire son blog, qui ne sait même pas de quoi parle son livre, qui n'a pas fait sa couverture. Donc l'idée, c'est, moi je pense que après, et la personne aussi, elle choisit de rester auto-éditée, elle restera auto-éditée. Si elle prend un éditeur, elle aura beaucoup plus de billes en main pour négocier, justement, pas se faire broyer par des petites maisons d'édition qui diront désolé, on ne vous vend pas, parce qu'elle aura son audience déjà à venir apporter et elle amènera quelque chose. Donc, je pense que dans l'air du temps, comme on va venir piocher de plus en plus sur Internet, celui qui arrivera avec une belle carte de visite, de dire moi, je connais mon métier, être auteur, c'est écrire, mais c'est aussi avoir fait tout ce petit package propre, et ben, à mon avis, il aura une longueur d'avance pour trouver un éditeur par rapport à d'autres. Oui, mais on est parfaitement d'accord. On est parfaitement d'accord. Tu occupes actuellement un créneau qui est formidable et je dirais quelque part il est sous-occupé ou peut-être pas occupé du tout. C'est très bien, mais je dirais, c'est-à-dire que si je comprends bien, ton boulot c'est aussi d'amener du lectorat à cet auteur. Évidemment. Alors, j'aimerais revenir sur un petit point tout à l'heure qu'évoquait Olivier par rapport à l'auteur de blog. L'auteur de blog est un auteur. Bon, il y a des blogs qui ont beaucoup de lecteurs, d'autres qui en ont un peu moins, mais il est l'auteur. Là, il peut même pas refuser ce titre-là. Oui, mais c'est pas bien grave. Je veux dire, ce qui est intéressant, ce que je voulais savoir, c'est que tout simplement que ça soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Je veux dire, il y a une acception, disons, générale de ce que c'est un auteur ou pas, mais finalement, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est l'importance que donnent les lecteurs ou les étudiants, on va dire, à un formateur, parce que j'ai un petit peu le même raisonnement pour ce qui s'agit de la formation en ligne. Mais bon, je veux dire, là, on s'éloigne un petit peu du sujet, qui est en fait de… Pardon. Juste pour finir sur le sujet, un lecteur, si on l'interroge, il s'en fiche de savoir s'il lit de l'indépendant. Exactement, voilà, c'est là où je voulais en venir. Il a un bouquin entre les mains, il lui plaît, c'est ça. Par contre, il faut lui amener dans les mains. Et ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, son premier critère de sélection, s'il pousse Cultura ou ailleurs, il va chercher d'abord évidemment un nom connu, quelque chose qui le rassure. Donc c'est vrai que moi, j'essaie, là pour le coup, avec les serial auteurs, de faire ce boulot-là. Mais après, moi, j'ai aucun auteur qui me dit, oh là là, un lecteur qui va dire, on voit bien que c'est l'indépendant. Non, parce que le boulot qui est fait est le même et le tri est fait, donc il n'y a pas de différence. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est important. Il faut réussir quand même à créer au bout d'un moment. Je pense qu'il y a une phase où au début, on ne sait pas forcément qu'on est auteur. On écrit ou on peint par plaisir. Et puis à un moment donné, on se rend compte, c'est ça le moment un petit peu magique qui peut décider si on commence à sortir du placard, un petit peu comme les gays qui sortent du placard. Mais enfin, je veux dire, c'est un petit peu la même démarche. Il faut pouvoir admettre à soi-même et admettre en face du monde que on est capable de créer un certain nombre de choses. Mais il y en a qui n'osent pas le faire parce qu'ils considèrent que la société dit qu'on ne peut pas être auteur s'il n'y a pas tel ou tel critère. Et c'est souvent dommageable. C'est dommageable puisqu'on peut perdre comme ça des œuvres qui valent vraiment, vraiment le coup.
et il faut effectivement rentrer petit à petit, on rentre ça dans un phénomène, disons, de marketing qui est le marketing de niche. C'est-à-dire qu'on va pouvoir petit à petit intéresser un petit nombre de gens. On ne peut plus massivement comme ça écouler des livres. Et ce sont des choses, disons, alors je vais poser la question maintenant, puisqu'on va un petit peu vers un débat, ça peut être intéressant. Je veux dire, est-ce que l'avenir, bon, on a vu comment le livre papier, petit à petit, voit son marché mangé, grignoté par le livre numérique. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? L'avènement de sites comme Book and Series, ça s'appuie aussi pas forcément sur le livre numérique, mais sur la capacité de numériser les livres. C'est un petit peu différent. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Moi, je me surprends sur nous. Attends. La démarche de Laure est excellente. Je lui dis continue comme ça. Bon, c'est bien. C'est très bien. Et puis je vais vous dire, je vais même vous surprendre, c'est que je discutais avec une auteure que j'ai publiée récemment, qui m'a dit que pendant sa période de publication, elle n'avait jamais autant vendu de papier. Et sur son bouquin. Et ce qui est, vous voyez. Et je pense très honnêtement que les gens et de même elle a essayé de se promouvoir avec divers sites en partenaire, et que j'étais le site sur lequel elle avait eu le plus de retours en vente papier, de façon surprenante, mais aussi numérique. Et alors que mon nombre de lecteurs n'est pas le plus gros par rapport à d'autres sites où il y a des lecteurs inscrits. Et je pense que c'est dû au fait que j'ai vraiment capté des gens qui sont intéressés par le fait de découvrir de nouveaux auteurs, mais qui sont dans une démarche vraiment comme s'ils poussaient la porte d'une librairie. Et quand ils aiment, j'ai autant de gens qui ont envie du papier, c'est pas des consommateurs d'e-book. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté quand même contrainte. Et moi, je suis plus dans un mode de découverte et de promotion que dans une distribution d'e-book. Ma librairie, elle n'est pas très large, puisque un livre se rajoute à chaque publication, donc toutes les 10 semaines. Donc, avec les périodes intermédiaires, ça fait 4-5 auteurs par an maximum. Ouais. Voilà. Oui, moi je trouve que je trouve dommage par rapport à votre démarche, c'est le fait de vous ancrer dans le polar. Oui, mais attention à Sienne, parce qu'elle a dit qu'elle était en train de migrer, d'ouvrir un certain nombre de services pour les autres livres. Ça, elle d'accord. dit, voilà, elle a dit avant. Aujourd'hui, c'est payant et puis aussi. Enfin, moi, je pense que, alors là, c'est la marketeuse qui parle plus, mais moi, déjà, j'avais une affinité avec le polar. Les épisodes, ça fonctionne quand même mieux avec du suspense, et le genre, par excellence, qui a du suspense, c'est quand même le polar c'est vrai. Évidemment. Et après, je pense qu'aussi, quand on veut lancer un concept, c'est aussi, et même pour pas perdre le lecteur, moi, je me voyais pas dire au lecteur, je voyais beaucoup de sites où il y avait des catalogues énormes, et je me disais, le pauvre lecteur, il arrive, alors déjà, il se fait de 10 000 genres. Après, il faut qu'il aille dans le genre. Et là, au moins, je me disais, si déjà, je veux capter l'attention des gens, et ça sera plus facile de leur dire c'est du polar, et comme ça les gens qui aiment le polar, il y en a quand même beaucoup. Oui. J'aime ça, mais je suis pas la seule. Ils viendront déjà pour ça, et c'est plus facile. Vous voyez, même le prix du polar, c'est bien parce que c'est on va dire c'est un prix auto-édité, mais il est que pour les gens qui écrivent du polar. Oui, mais en même temps, il a cet ADN, et ça crée aussi une espèce ça renforce le message, ça crée une communauté, et ça n'empêche pas. Moi, je sais pas si demain Book and Series, ça sera peut-être ouvert à d'autres choses, à la BD, à d'autres genres. Mais je pense il faut commencer par quelque chose et pas trop se disperser, de pas faire mal. Oui, c'est vrai. Et après, moi, j'ai commencé avec ce qui me veut aussi, parce que je pense qu'il faut de la passion, il faut le faire avec des gens qui nous intéressent. Mais après, voilà, c'est pas fermé. Je pense que le concept est déjà très nouveau. Je n'ai pas été pour l'instant copié. Je sais pas si c'est un bon ou mauvais signe, ou si j'étais vraiment avant-gardiste. Mais c'est vrai qu'il faut apporter beaucoup de gens un concept nouveau. Et il y a 2 ans de ça, ça aurait été compliqué, je pense. Alors, il y a justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Il y a Nathalie Campo, là, qui est donc une Québécoise qui vit en Floride, qui nous posait la question un petit peu plus tôt si c'était similaire au concept de short reads. Alors, j'ai cherché ce que c'est qu'un short read, et malheureusement, je n'ai pas trouvé exactement ce que c'est qu'un short read. Alors, peut-être que si Nathalie, elle intervient. Mais tu sais, toi? Je pense savoir, mais je l'ai pas très bien. Ah bah attends, on va voir Nathalie, elle va nous expliquer ça. Voilà, je vais l'accepter. Voilà. Alors Nathalie, j'espère que ta webcam marche. Non, pas encore. Bon, ben c'est pas grave. Bonsoir Nathalie. Bonjour tout le monde. Alors le short read, c'est un concept qui a été inventé pour les gens qui ont un temps de lecture limité. Par exemple, les gens qui se rendent au travail et qui savent tous les matins, ils ont 20 minutes ou 30 minutes et ils ont des épisodes de lecture dits short reads
qui sont conformes à leur format, le temps qu'ils ont à lire. Alors, on peut aller sur Kindle et acheter des short reads de 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Ça peut aller même jusqu'à 2 heures. Pour les gens qui ont des temps de transport en commun qui sont toujours le même. Alors, le principe, c'est que c'est des temps de lecture courts que les gens lisent en général pendant leur temps de transport, mais ça peut être n'importe quand, pendant la journée aussi. Alors, c'est le principe que ces romans ou ces lectures-là sont cataloguées ou classifiées d'après leur temps de lecture. J'ai compris. D'ailleurs, on commence à voir en France ce genre de choses. Je crois qu'on a vu des petits distributeurs, des choses alors que ce soit par téléphone ou par papier. Oui. Short Edition fait ça. Alors la différence, ils ne gèrent pas. Le concept, c'est vraiment, alors c'est ouvert à tous les indépendants et c'est des textes courts effectivement qui sont calibrés en fonction de la durée. Il y a un peu plus de travail de sélection sur les textes pour les enfants parce qu'ils font gaffe quand même parce que les gens ne postent pas n'importe quoi en termes de texte parce qu'ils ne lisent pas tout ce qui arrive sur la plateforme évidemment. Bien sûr. Donc, sur la plateforme par rapport à la longueur de son texte. Par contre, ils ne gèrent pas l'épisode, c'est-à-dire qu'on va acheter une lecture de 10 minutes, de 5 minutes, de ce qu'on aime. Mais en tout cas, moi, dans la version que je connais, il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, la semaine prochaine, j'achète la suite. On dit juste, là, j'ai 10 minutes, j'en prends un 10 ou un 2. Ah, OK. En tout cas, dans la version Short Edition, ça fonctionne comme ça. Oui. Alors, je suis pas si familière que ça avec le concept de short read, j'en ai acheté quelques-unes, mais ceux que j'ai achetés n'avaient pas nécessairement de suivi. Et alors, donc, toi, ce qui est différent, c'est que tu as des suivis, mais tu n'as pas nécessairement le concept du temps de lecture. Ça peut être, une lecture peut être une demi-heure, l'autre peut être 1h30, mais il y a un suivi. C'est calibré, enfin, donc sur les romans, en général, il y a une trentaine de pages. Donc, on peut se dire qu'une trentaine de pages, on va les lire selon le lecteur, plutôt une grosse demi-heure, si on lit. Oui. Par contre, sur les séries, c'est plutôt, ça va être plutôt 15-20 pages. Et là, c'est vraiment, d'ailleurs, j'ai communiqué sur des pauses déjeuner autour des séries. Là, c'est vraiment un quart d'heure de lecture, voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir un break lecture. Après, c'est vrai que je publie le vendredi exprès pour que les gens, ça soit aussi un peu lié au week-end, à des journées où, il ne faut pas le dire, mais au travail, s'ils reçoivent le lien, ils font un petit peu des journées un peu plus light. Mais, et le lien est en streaming, il reste accessible en streaming. Donc c'est vrai que je veux laisser le choix aux gens de se dire, soit je me pose ce week-end pour le lire, mais je le publie à partir du vendredi midi, sur l'idée d'une pause déjeuner. Une pause déjeuner de fin de semaine. Donc c'est, on va dire, voilà, entre un quart d'heure et sur les romans, plutôt une grosse demi-heure. Oui. Voilà. Alors, je trouve ça génial. C'est une excellente idée. Je te félicite pour cette idée. C'est plus que du marketing. Tu as inventé un concept. Et ça, je trouve ça génial. Alors, félicitations. Merci, Nathalie. Merci. Ben oui, parce que Book and Series, par définition, ça peut être lu par n'importe qui dans le monde, puisque c'est quelque chose qui est sur Internet. Ok. Bon, ben déjà, peut-être que ça sera lu en Floride, hein, n'est-ce pas, Nathalie? Peut-être. Oui, je vais sûrement m'abonner. Ok. Bon, voilà, on s'approche tout doucement de la fin de cette émission. On s'était proposé 3 quarts d'heure. Bon, on pose un petit peu quelques petites questions. Voilà. Alors, bon. Je vais poser encore des questions donc à Hassen et à Nathalie. Est-ce que vous voulez encore dire des petites choses, réagir à ce qui a été dit jusqu'à présent? Parce qu'après, bon, on va, si c'est pas le cas, on va finir avec Laure tranquillement. Oui, moi je refais comme je reprends les propos de Nathalie pour féliciter Laure. Oui, c'est quand même bien. Oui, une excellente initiative, d'autant plus que c'est notamment pour nous en France, c'est pas, on va dire, c'est pas une tradition. Donc peut-être que Laure est en train de poser les premiers pas de quelque chose qui va devenir une tradition dans. Moi j'en suis sûr, ouais. Moi je pense que c'est très bien. Ouais. Oui, sans doute. Ah, mais écoutez, on croise les doigts. Oui. Mais on fera aussi des prières, hein. Oui, bien sûr. L'autre aspect qui est révolutionnaire, c'est encore, ça rejoint la philosophie d'Olivier, c'est l'aspect de collaboration.
d'entraide, de se supporter les uns les autres. Et ça aussi, c'est tout à fait la nouvelle façon de faire des affaires dans le monde. Alors, non seulement tu es une pionnière dans tes concepts, mais tu es aussi une pionnière dans ton modèle d'affaires, qui est un modèle basé sur le support et l'entraide, le marketing collaboratif. Alors, là aussi, tu es très, très avant-gardiste. Alors, là aussi, je te félicite. Ah ben écoute, Nathalie Campo, à chaque fois qu'on l'a, elle nous booste. Hein, c'est super. Hein. C'est très bien. Merci Nathalie. Bon alors, je vais vous sortir un petit peu du blab puisqu'on va terminer gentiment avec Laure notre émission. Encore merci à Hassen et merci à Nathalie d'être intervenue. C'était très gentil de votre part. De toute façon, on aura l'occasion de reparler dans d'autres blabs. À tout de suite. Alors, je vais faire un petit peu, disons, si tu veux bien, Laure, le résumé de ce qu'on a pu discuter, hein, parce que bon, je note et puis en fait, on a découvert avec toi une personne qui a commencé à écrire à 17 ans, comme ça, et puis petit à petit, cette passion s'est transformée, disons, en quelque chose qui a pu devenir important dans ta vie. C'est pour ça que tu as écrit d'abord un premier roman, un deuxième, un troisième, puis un quatrième qui vient de sortir il y a quelques semaines. Et puis, tu as découvert finalement, dans ton job de marketeuse, auprès d'un collègue, que bon, ben, finalement, ce que tu écrivais pouvait être tout à fait intéressant. Et tu t'es dit, bon, ben là, il y a un truc. Et par passion, tu as commencé à penser un concept, voilà, puisque tu passais tes soirées comme ça devant la télé à regarder des séries, et tu as fait une sorte de mix comme ça avec des feuilletons, et tu as créé maintenant ce site qui s'appelle Book and Series. Je rappelle que je l'ai mis aussi dans le chat, on pourra y accéder. Et Book and Series, en fait, c'est un concept tout à fait révolutionnaire et majeur, à mon avis, puisqu'il met à la disposition des auteurs qui peut-être ont des difficultés à se promouvoir tout un service. Pendant 10 semaines, ils seront promus, il y aura un certain nombre de choses qui seront mises à disposition sur Internet, mais surtout la lecture tous les vendredis d'une partie de leur roman. Et on va créer comme ça une sorte d'engouement pour le livre que tu choisis et que tu promeus, et de façon, disons, très très personnelle. Hein. Et puis, on a vu aussi que tu es la fondatrice du prix du Polar pour les indépendants. Ça, c'est quand même quelque chose, c'est un acte fort. Donc, on voit que tu es vraiment engagé là-dedans. Et moi, je suis persuadé, comme on l'a vu avec nos intervenants, que tu vas trouver un concept et c'est déjà fait. Tu vas faire quelque chose qui peut être tout à fait intéressant et majeur pour les jeunes auteurs qui n'arrivent pas à percer, ou les auteurs qui n'arrivent pas à percer, disons, dans le monde de l'édition classique. Donc moi, je trouve ça très rafraîchissant et très positif comme attitude. Voilà. Mais non, mais t'as pas. J'avais très envie d'être une alternative. Ça s'est pas dessiné tout de suite dans les détails, mais j'ai de plus en plus ce sentiment-là je sais pas si je serai la solution ultime. En tout cas, j'ai cette volonté d'ouvrir des voies et de le faire avec de façon vraie, quoi. Voilà, comme je disais tout à l'heure, d'être proche des gens et d'aider les gens, parce que je pense que quand on aide, on reçoit en retour, et c'est pas juste en gardant sa petite start-up pour soi et en faisant sa cuisine. Oui. Je suis pas comme ça, mais même si je l'étais, je pense que c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Donc voilà, j'espère que j'ouvre des voies, effectivement, pas que dans l'édition, mais aussi dans la façon dont on peut marketer. Le marketing, ça fait souvent sale, mais je pense que ça peut être aussi un super truc. Oui, effectivement. Moi, je me rappelle, j'ai eu il y a 3 semaines comme ça une session de formation aux professeurs qui portent des projets ici en Martinique. Il y a des porteurs de projets, et j'ai dit un gros mot. J'ai dit le mot marketing. Le mot marketing. Alors comme ça, au milieu de profs comme ça, de collège et de lycée. Alors bon, et puis Christina qui était là me dit, écoute, c'est des profs. Bon, mais bon, en fait, lorsqu'on explique tout simplement que c'est du marketing éducatif, qu'il s'agit en fait d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait, et puis le marketing collaboratif, c'est-à-dire c'est quelque chose que Nathalie l'a bien souligné. Il y a une relation qui existe avec l'auteur. L'auteur, souvent, lorsqu'il vient te rencontrer, il y en a certains, j'imagine, qui savent très bien ce qu'ils veulent, mais il y en a peut-être qui savent pas trop à quelle sauce on va les manger. C'est-à-dire qu'ils portent leur bébé, ils portent leur création, ils savent pas trop comment faire. Et alors, on a 2 attitudes possibles. Et je pense qu'on est tous en train d'assister petit à petit avec Internet, avec le prodige qui consiste à pouvoir parler facilement, à l'émergence de quelque chose qui est tout simplement la bienveillance. Oui, on peut faire du marketing, on peut faire du capitalisme, mais de façon bienveillante. De toute façon, les ressources sont de plus en plus comptées, elles seront de plus en plus difficiles à gérer. Notre planète n'est pas finie.
Et donc oui, c'est pas complètement délirant de dire que bon, ben, on peut créer de la valeur ajoutée, mais en étant, je dirais, sympa ou gentil. Je veux dire pas. Voilà. Et c'est vrai que moi, je déteste faire du ou et je suis souvent dans le et dans tout ce que je fais. Oui. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, il y a de l'e-book sur mon site, mais il y a toujours eu du papier parce que je crois que voilà, je ne suis pas de chapelle X ou Y. Moi, il y a des gens qui sur mon site mettent leur lien de vente vers Amazon, il y en a d'autres qui le mettent vers d'autres sites, peu importe. Et là, je suis en train d'organiser mon premier événement physique autour de Book & Series où je vais faire rencontrer sur Bordeaux dans un premier temps, mais si ça marche, je ferai un peu plus régulier, j'espère aussi à Paris. Mais l'idée, c'est de mettre vraiment dans une pièce et dans une ambiance assez conviviale, pareil, qui n'est pas cette image es-tu auteur, es-tu bon lecteur, bon, de mettre les gens juste autour d'une thématique. Alors évidemment, on va commencer par le polar parce que c'est voilà les séries, le polar, et de faire pitcher des lecteurs, de leur faire raconter des bouquins qu'ils ont aimés, de demander aussi aux auteurs de pitcher leurs bouquins, de faire des... Alors, pardon, le pitch, c'est-à-dire que c'est un petit discours vendeur, hein, c'est une sorte de petit résumé qui explique ce qu'est le livre. Voilà. Et puis aussi, évidemment, parler du site et montrer aux gens voilà, que voilà, on peut découvrir des nouveaux bouquins. Et ça, j'ai envie qu'il y ait aussi dans la vraie vie des vrais gens, parce que nous, on s'est parlé évidemment d'abord sur Facebook, mais voilà, très rapidement, on met un visage, on se rencontre. Et pour moi, c'est l'intérêt d'Internet aussi, c'est de rencontrer des gens, mais pas uniquement dans le virtuel pour se dire j'ai 2000 amis et je les connais pas et je sais pas ce qu'ils font, quoi. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut, si on met de l'humain dans tous ces réseaux sociaux, ça devient bien sûr, parce qu'on fait arriver les choses, on fait arriver les rencontres dans la vraie vie aussi. Et ça, je oui. veux que ça soit aussi une partie de Book & Series, c'est qu'il y ait voilà, le prix du polar, on le remet physiquement à Paris, j'espère qu'il y aura du monde, j'espère que je vais croiser des auteurs que j'ai lus et voilà, et qui n'ont pas forcément été récompensés, mais qui ont fait des super bouquins, parce qu'il faut bien choisir. Et c'est aussi ça, quoi. C'est pas juste des adresses email. Donc ça, c'est Bon, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'à l'issue de cette conversation, on se rend compte que tu mets beaucoup de cœur et beaucoup de toi dans cette affaire. Et franchement, c'est très louable. Je veux dire, j'ai beaucoup de plaisir à voir des personnes comme toi qui font vraiment plaisir à voir, quoi. Ça donne espoir dans l'humanité, parce que des fois, on se dit, waouh, c'est un petit peu. Non, mais je veux dire, bon, c'est comme ça. Je veux dire, c'est très simple. Pour l'instant, on est entre nous. Mais on sent que vraiment il y a quelque chose qui te pousse à faire ça, et cette chose, bah, c'est pas uniquement l'appât du gain, comme on dit, le profit capitalistique. Non, non. D'ailleurs, c'est même venu après. Ok. Alors bon, bah, je vais te laisser un petit peu le mot de la fin pour qu'on puisse conclure cette émission que j'ai trouvée trop courte, mais bon, bah, tout à fait passionnante. D'ailleurs, on pourra sans doute y revenir. Alors voilà, est-ce que tu as quelques petites choses à rajouter, que ce soit pour Book & Series ou alors tu nous as dit que tu avais un blog. Est-ce que tu as une adresse pour ce blog, par exemple? J'ai un blog sur le site Iggy, qui est un site, parce qu'évidemment, je passe plus de temps quand même à promouvoir les autres que moi, du coup. Un peu. Oui. Voilà. Donc j'ai un petit blog là-dessus. J'ai aussi évidemment un blog sur Book & Series, mais c'est vrai que mon actualité d'auteur, on peut la suivre sur mon blog Iggy. Pour toutes les semaines, je fais un petit article le lundi. Et puis sur ma page Facebook, évidemment, qui est ouverte à tous ceux qui ont voilà, un intérêt pour l'écriture, la lecture ou pour moi. Et puis, ouais, je dirais qu'en mot de la fin, enfin, moi, c'est ma première expérience Blab. Et c'est vrai que ça fait pas longtemps que je connais l'outil. Et je trouve ça tout simplement génial. Enfin, moi, je suis beaucoup dans la rencontre. Hein, c'est une de mes grosses motivations. Donc, je trouve ça super comme ça d'avoir en face de soi des gens avec qui interférer, qui en plus viennent voilà, avec bienveillance et avec un sujet, voilà, une idée derrière la tête qui est constructive, quoi, pas juste pour se montrer. Et puis, voilà, c'est ça. Rien. Donc, je trouve l'outil super, ainsi que son gestionnaire. Oh, non, voilà, c'est gentil, mais... non, mais je trouve ça très bien, et franchement, bon, évidemment, j'en parlerai, mais que ça continue, parce que je pense que c'est important. Il y a beaucoup d'endroits où les auteurs parlent aux auteurs, mais là, j'ai envie de dire, c'est, en tout cas pour ce qui me concerne, et vraiment aller voir le site, et il y a beaucoup de choses qui sont des arnaques, mais il y a aussi des gens qui font très bien leur boulot. Je pense à Iggybook, je pense à The Book Kitchen. Il y a vraiment même des grosses boîtes qui bossent bien. Moi, je les connais assez bien. N'hésitez pas non plus à me demander. C'est vrai qu'un auteur tout seul, quelquefois, il sait pas trop où aller, il sait pas ce qui vaut pas le coup, et moi, c'est souvent que je conseille des auteurs en off, donc même pour des choses comme ça, on est là pour s'aider aussi. Et encore une fois, Book & Series, il y a des vrais lecteurs en face.
Donc, enfin, si vous avez un bouquin qui est éligible pour la série lecture, surtout, n'hésitez pas. Moi, je lis tout ce que je reçois. Donc, dès lors que c'est dans ma ligne éditoriale, je fais un retour de lecture à tout le monde. Donc vraiment, venez voir et ne soyez, enfin, avec moi, c'est vraiment très transparent. Donc, j'espère aussi remettre un peu moins de suspicion. Je vois beaucoup de messages d'auteurs passer où ils se disent oh, attention, tel site, il faut pas y aller, peut-être que bon, ben, voilà, il faut peut-être pas trop être méfiant, il faut lire, voilà, il faut tout lire. Mais en tout cas, sur Book & Series, il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir donné l'occasion de voir exactement qui est derrière Book & Series. Book & Series, c'est pas seulement un très beau site. D'ailleurs, j'aime beaucoup comment c'est choisi le design comme ça, noir et jaune. C'est très polar, enfin, j'aime beaucoup. Mais c'est ça, l'occasion, enfin, ce que j'apprécie sur Blab, c'est l'occasion de pouvoir tout simplement converser et de voir qui se cache derrière les concepts, parce qu'on a tendance à oublier que on est tous des humains. On est là et on peut discuter, on a nos émotions, nos problèmes, mais on a aussi nos rêves. Et c'est bien de le souligner. Alors, bon, donc merci de nous avoir confié tout ça, d'avoir été généreuse et de nous avoir expliqué, de nous avoir dévoilé pas mal de choses sur ta vie et ce que tu souhaites faire dans l'immédiat, tes projets avec les prix du Polar et tout ça, c'est tout à fait intéressant, passionnant. Donc, ceux qui reverront cette émission ou qui l'écouteront sur podcast, eh bien, je vous invite à le faire. J'ai remis d'ailleurs ici sur le chat j'ai trouvé Iggy Book, voilà, http donc /lore-lapeg.iggybook.com. Ou alors, vous pouvez aussi aller à bookandseries.fr. Donc, allez-y, vous pouvez lire n'importe où sur notre petite planète bleue. Alors, voilà je voulais… Pardon. Au Salon de Paris, pour ceux qui veulent me rencontrer, pour les Parisiens, je le dis. Pour ceux qui reverraient l'émission, j'y serai le jeudi, vendredi, samedi, pas mal autour des stands de Book Edition pour la remise de prix, normalement, du prix du Polar le samedi. Et le vendredi pour aussi parler de mon site. Donc voilà, si vous voulez me rencontrer. Et en dédicace aussi, plein de choses. Oui, voilà. En tout cas, le rendez-vous est pris. C'est très bien. Moi, j'étais très heureux d'avoir cette conversation avec toi, Laure. Merci aussi à ceux qui sont venus, Nathalie, Hassen et d'autres personnes qui sont passées nous voir pendant cette petite conversation. Je voulais simplement rappeler donc que ce Blab est organisé dans le cadre de la communauté FANEL. C'est un acronyme qui veut dire formateur et auteur numérique en ligne, donc une communauté francophone. Bon, mais on n'a pas peur de parler English from time to time, it's not a problem, ok. Mais on peut parler entre nous et surtout on essaie de s'entraider de façon, disons, humaine. On va pas chercher immédiatement le cash tout de suite. C'est pas ça du tout l'idée. Donc, si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook et sur Google+, où je crois que nous allons atteindre bientôt les 500 membres. Donc, c'est pas mal. Voilà. Alors, merci encore à toi, Laure, d'avoir eu la gentillesse d'accepter ce Blab. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis, voilà, merci à vous tous. Bonne fin de soirée. Voilà. Voilà, ou bonne matinée, selon que vous êtes ailleurs sur la planète. Et puis, à bientôt pour une prochaine conversation. Merci beaucoup, Laure. Merci. Merci à toi. Ok, au revoir. Alors, on va